Morgan Prosper, Odyssée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Odyssée Spatiale. Vous êtes dans le deuxième épisode de cette saison 6. Je le dis à chaque fois mais je me rends pas compte qu'on est déjà à la saison 6. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec mon cher Thomas. Bonjour Thomas. Et bonjour Simon, pour notre... ça fait 6 ans qu'on est là quand même. Ça fait 6 ans et c'est une très belle saison qui commence avec déjà le directeur du GEPAN dans la première émission, vous avez pu l'écouter. Et aujourd'hui nous recevons Laura André-Boyer. Bonjour Laura. Bonjour Simon, bonjour Thomas. On est très heureux de te recevoir avec nous. Donc, pour résumer un petit peu ta situation, tu es formatrice des astronautes au Centre européen des astronautes de Cologne, donc de l'ESA, mais tu es aussi instructrice de vol parabolique à Novespace. Donc, c'est quand même un parcours particulier. Vous pouvez découvrir d'ores et déjà son portrait d'espace qui est disponible sur notre chaîne Spotify, Deezer ou autre plateforme. Et moi, j'aurais voulu commencer par une première question. Tu nous as expliqué que tu es passé par le CNES dans le cadre de ta carrière. Comment tu es passé donc de ce rôle-là au CNES aux missions que tu as aujourd'hui? Est-ce que tout de suite, ton parcours te prédestinait à aller jusqu'à la formation des astronautes ou est-ce que tu étais plus ciblé? Tu veux la vérité ou tu veux un truc qui fait rêver Tu peux commencer par la chose qui nous fait rêver et après nous dire la vérité pour que du coup on voit le... Ok. L'EAC, donc le Centre européen des astronautes, c'est un endroit qui est un peu magique, qui fait rêver avec des belles installations, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien venir y travailler. Moi, j'étais au CNES, j'étais vraiment trop bien, j'avais un super job, ça me plaisait. Alors, beaucoup de gens me disaient, mais pourquoi t'es partie ? En fait, il y a eu la sélection des astronautes de l'ESA et en septembre 2009, on a eu 6 astronautes qui ont été annoncés. C'est la classe de Thomas Pesquet. Et comme vous le savez, les astronautes sélectionnés ne sont pas tout de suite astronautes. On les appelle candidats astronautes. La contraction, c'est ASCAN. Et ils vont rester ASCAN pendant un peu moins de 2 ans, qui est la durée de leur entraînement de base. Et cet entraînement de base, il est tellement varié, il y a un éventail tellement large de compétences et de connaissances à leur transmettre que tous les instructeurs de l'EAC ne suffisent pas. Et c'est la raison pour laquelle l'ESA va aller piocher chez les États membres des experts. Donc, ils vont aller frapper à la porte du CNES, de l'ASI, du DLR, en disant est-ce que vous pouvez nous prêter des experts un petit temps, qu'on les forme un peu à la formation et qui viennent donner des cours dans l'entraînement de base. Et c'est ce qui s'est passé donc, pour le CNES. L'ESA est venue toquer à la porte du CNES et notamment du CADMOS où je travaillais. C'est le centre d'aide au développement des expériences en physiologie en micropesanteur. J'ai dû rater un truc, mais comme d'hab, c'est pas grave. Et ils ont dit, bah oui, voilà, on a Laura, elle peut donner des cours d'anatomie et de physiologie. C'était un peu, allez, va, comme ça. Non, mais je caricature, j'étais très contente. Mais il y a pas beaucoup de candidats pour donner ces cours-là parce que, en fait, tu vas te préparer un long moment, loin de chez toi, pour donner un cours que tu vas donner une fois. Donc c'est un gros investissement, sauf si tu es groupie d'astronautes, ce qui n'était pas du tout mon cas. Mais moi, j'étais contente de faire cette expérience-là, de me lancer dans quelque chose de nouveau. C'était hyper dur. J'étais pas très douée au début et je me souviens, on se faisait vraiment... recadrer, ouais, c'était difficile et donc je me suis concentrée longtemps sur ce cours-là, c'était super, je l'ai donné, c'est un très bon souvenir, on s'était amusés même, c'était vraiment trop bien. Et puis je rencontrais les 6 nouvelles recrues, enfin voilà quoi, c'était une fois comme ça, très bien. Et puis quelques semaines après, j'ai été recontactée du côté de l'ESA où ils m'ont dit, bon ben voilà, tu as eu des bons résultats. Parce qu'en fait, nous, à l'EAC, les instructeurs notent les élèves, mais les élèves notent aussi les instructeurs. Donc, et on se dit, bah, ouais, c'est normal. On aurait bien aimé noter. Moi, j'aurais bien aimé noter mes profs à l'école. Mais bon, voilà. Et ils me disent, voilà, on va sélectionner 2 instructeurs d'astronautes. Et donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? Et la vraie raison pour laquelle je me suis dit, tiens, pourquoi pas, c'est qu'à l'époque, mon petit ami habitait à Francfort.
et que, vous voyez, les motivations, quelquefois, c'est des trucs, bon. Mais c'est la vie. Et Toulouse-Francfort, Cologne-Francfort, je fais un rapide calcul, je me suis dit, tiens, et puis en plus, le job m'intéressait. J'étais allée à l'EAC plusieurs fois en tant que CNES, donc pour le travail, ça me plaisait, je connaissais 2-3 personnes et tout. Et donc, j'ai été prise, j'ai été sélectionnée, j'ai eu de la chance. Et donc, tu as donné ton premier cours à des astronautes, donc c'est pas des élèves comme les autres. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait un retardataire dans le Oui, groupe. mais je sais pas pourquoi tout le monde s'enflamme avec cette histoire. Non, c'est mais parce que j'ai tellement peu d'anecdotes. En fait, Non, tu n'as pas peu d'anecdotes. Je pense qu'on en a encore beaucoup d'autres. Mais celle-ci, elle est C'est quand que d'un même. point de vue extérieur, on voit aussi ce fameux candidat astronaute comme quelqu'un de très assidu, d'extrêmement professionnel. Donc l'anecdote, c'est vrai qu'elle peut étonner, mais faire sourire. c'était au tout début. Ils étaient tout jeunes et tout fous encore à l'époque. Et moi, je sais pas si vous imaginez, mais j'étais beaucoup plus jeune qu'eux. Et c'était super stressant en vrai. Et ce petit retard qui, moi, m'a marqué parce que en fait, ça m'a beaucoup servi. Ça m'a permis de transpirer pendant 10 minutes. Ah mon Dieu, quelle horreur, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on démarre, on démarre pas, non? Et on s'en fout, c'est vraiment une anecdote. Mais pour le coup, après, j'ai dit, bon, allez, venez, on va se prendre un café. Et en fait, ça a brisé la glace. C'était trop cool. Donc, merci Thomas pour ce retard qui m'a servi à être peut-être plus détendu lors de cette leçon. Parce qu'on parlait effectivement de Thomas Pesquet, on ne l'a pas précisé. Et du coup, donc, pour faire le lien, tu nous as dit que tu étais donc, formatrice d'astronautes, des astronautes qui aujourd'hui, de cette promotion de 2009, ont fait des vols, plusieurs pour certains. Et moi, je me suis posé une question. Est-ce que tu as eu un sentiment peut-être de culpabilité ou une angoisse à un moment donné quand tu t'es dit, ça y est, ils prennent leurs envols, ça y est, ils font leur premier EVA, en te disant, toi, tu es intervenu à des moments de leur formation, s'il y a un problème, s'il y a un accident ou quoi, merde, ça peut être de ma faute. Tu as eu un peu ce sentiment qui t'est venu? Jamais. Jamais, parce que je n'ai pas de cœur. Et non, c'est faux. C'est faux. Non, parce que tu soulèves un truc hyper intéressant, c'est que on a une standardisation à l'EAC et dans la formation qui est tellement poussée que, bien sûr, on est engagé individuellement dans notre responsabilité, mais on est toujours checké, on est toujours vérifié, on est toujours encadré. Et on ne va pas nous lâcher dans des salles de classe en disant « Allez Laura, c'est parti, développe un cours là-dessus et roule ». Non, pas du tout. Ça prend des mois et des mois et des mois avec des validations multiples. Donc, on a l'impression que c'est très, très lourd comme processus. Ça l'est. Par contre, ça a le bénéfice de sécuriser énormément la qualité du propos, la forme du propos. Et ça passe par plein de grilles, justement, plein de filtres qui nous permettent de nous assurer qu'on s'écarte le plus possible d'un problème, d'une erreur, d'un manquement. Et surtout, qui viennent distribuer la responsabilité. C'est-à-dire qu'au bout du compte, quand je donne mon cours, il y a eu des dizaines de personnes qui ont validé ce cours-là. Donc, non, quand ils partent, a priori, ils sont prêts. Moi, j'ai fait mon boulot. Par contre, j'ai toujours peur pour eux, évidemment. Mais j'ai pas peur d'être responsable d'un manquement parce qu'il y a eu tellement de filtres que c'est très peu probable. Et est-ce qu'à l'inverse, tu ressens un peu de fierté quand ils réussissent un truc et que tu dis « Oh, ça c'est moi qui l'aurais appris ». Ouais, ça ouais. Ça ouais, un petit peu. Un petit peu. Parce que, en fait, c'est quand tu y penses, c'est pas facile. Développer un cours qui soit précis, qui prenne ni trop de temps, ni pas assez, qui cible exactement les objectifs et de faire répéter et dérouler une procédure. Et c'est une fois. C'est-à-dire que l'astronaute, dans sa maison, il ne va pas amener une grosse charge utile comme ça et dire « Allez, c'est parti, je vais répéter ». Non, il aura sa procédure. On estime que l'entraînement aura eu lieu suffisamment récemment pour qu'il ait des souvenirs. On essaye aussi d'avoir des marqueurs à l'intérieur de cet entraînement avec parfois même de l'humour. Donc, quand l'astronaute déroule sa procédure pile dans le temps, là, on est content. On est content, on se dit que c'est peut-être éventuellement un peu grâce à nous. Et tu en parlais tout à l'heure, tu expliquais que la formation des astronautes était en plusieurs étapes. Tu l'as dit, la première étape dure 2 ans, c'est quand ils deviennent donc ASCAN, candidats astronautes. Il y a une deuxième étape qui peut durer de manière quasi indéfinie, jusqu'à ce qu'on leur attribue une mission.
si je ne me trompe pas. C'est ça. Tu as tout à fait raison. Et toi, tu interviens, donc c'est sur cette dernière étape qui est aussi de 2 ans, qui est celle où on forme l'astronaute à sa future mission. Et donc je ne sais pas si la question va être sur ton étape à toi, mais comment on forme les astronautes à résister au stress, à la pression de la situation, parce que, comme le disait Thomas, parfois on a un peu l'impression que c'est des surhumains, donc sur-femmes, sur-hommes, quand ils sont par exemple en EVA, dans le vide spatial, qu'ils ont 6 heures de maintenance à faire avec des complications diverses et variées, plus ou moins graves. Est-ce que dans le cadre de votre formation, vous les habituez à ce stress-là, vous les habituez à cette pression extrême, ou est-ce que c'est juste qu'ils sont sélectionnés sur des personnalités qui ont un sang-froid hors du commun? Alors, c'est une question valise et j'aimerais bien avoir un stylo pour marquer toutes les choses que j'aimerais bien te dire là-dessus. Alors, pour répondre très directement et très brutalement, c'est extrêmement difficile de former les gens à résister véritablement au stress. Et le plus simple, c'est dès le début de prendre des gens qui sont déjà un petit peu voilà, dans la bonne configuration. Donc c'est pour ça qu'on a une sélection qui est aussi féroce, si je puis dire. On va venir, on a le luxe de pouvoir sélectionner et identifier des personnes qui, a priori, ont ce qu'il faut. Parce que c'est difficile. C'est pas impossible de former, mais je pense que ça demande énormément de temps et je pense que ça reste quelque chose de difficile. Donc on prend des gens, grosso modo, qui sont déjà bien câblés. Ensuite, 2 choses. Dans la formation, tu as une partie entraînement et une partie simulation. Okay. Et à côté de ça, on peut avoir des petits tips quand même. Donc, j'annonce pour pas oublier. La partie entraînement, c'est la partie qui me concerne principalement, où on va venir transmettre des connaissances et des compétences à l'astronaute. Ça va permettre de monter en compétences et de pouvoir affiner certains gestes pour pouvoir les répéter, les affiner, qui deviennent de plus en plus justes, etc. Ça, c'est l'objectif de l'entraînement, qu'ils apprennent des choses, qu'ils intègrent des choses et qu'ils sachent faire des choses, okay, dans une situation nominale. Et ça, tu peux le répéter, d'accord ? C'est comme si tu faisais une répétition, que tu disais ton texte, etc. Donc, c'est une répète. Et après, tu as la simulation. Une simulation, c'est un environnement où sensoriellement, tu vas venir te rapprocher de l'environnement dans lequel tu vas être. Donc pour les astronautes, on utilise des analogues. Donc ça va être par exemple l'eau ou une grotte souterraine ou un environnement parabolique avec l'avion. Donc sensoriellement, pour toi ou pour vous, ça serait par exemple s'asseoir à une table avec un casque sur les oreilles et se mettre un micro contre le menton. D'accord ? Sensoriellement, tu ramènes un truc. Deuxième chose, la simulation, c'est qu'elle est avec d'autres protagonistes. Donc, tu es plus tout seul à faire ta répète, etc. Tu vas avoir des gens avec lesquels tu vas interagir ou qui vont interagir avec toi. Et troisièmement, on va t'exposer à des cas dégradés. Donc, tu es là avec ton casque, avec Thomas, ton micro, et puis lui, il va faire des bruits bizarres ou il va te faire des chatouilles ou des choses comme ça. D'accord ? Donc, il y a vraiment une distinction entre l'entraînement et les répétitions qu'ils incluent, et la simulation. Quand on a le temps, on essaye de faire des simulations aux astronautes parce que ça les expose à des cas dégradés et toujours stressants. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment, si on a l'opportunité de le faire, c'est intéressant pour pouvoir un petit peu s'habituer à stresser et s'habituer à dérouler les choses qu'on a apprises dans l'entraînement. D'accord ? C'est toujours cet objectif-là. Et pour les tips, on fait des choses pour le stress ou pour l'exposition aux cas dégradés, aux problèmes. Déjà, on écrit beaucoup de procédures. D'accord ? Ça permet de dégager un espace cognitif où quand tu déroules une procédure, c'est quand même beaucoup plus simple que quand tu dis « Ah purée, attends, il faut que je pense à faire tel truc ». Donc ça te permet aussi d'avoir de la RAM dans ton cerveau qui réfléchit à autre chose et qui traite la situation stressante. On a énormément de formations et de simulations. Et enfin, je crois qu'on a, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais grosso modo, quand tu es dans une situation stressante ou un problème, on essaye d'habituer les astronautes à ne plus appeler cette situation problème.
D'accord. Et ça, c'est un truc qu'on peut tous le faire aussi. Et, avec l'aide de la procédure, de se dire, bon, bah voilà, maintenant, je vais me concentrer non pas sur l'objectif final, mais sur un pas qui me permette de m'éloigner de cette situation-là. Et donc ça, c'est des petits tips qui peuvent être utiles. Et des petits tips qui peuvent servir à toute autre personne que des astronautes aussi, je pense. Et du coup, donc, comme tu l'as dit juste avant, nous sommes ici à Novespace, où vous réalisez des vols en gravité zéro. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu l'importance de ces vols en apesanteur dans l'entraînement des astronautes ? Alors oui, petite précision, vous le savez beaucoup mieux que moi, on ne peut pas éteindre la gravité. D'accord, on peut. Moi, la première, j'adorerais ça, mais on ne peut pas. Et c'est juste que soit on s'en éloigne tellement qu'on la ressent presque plus. Donc, c'est le cas des astronautes à bord de la Station spatiale internationale. Ils sont loin, ils vont vite comme ça, et donc ils la ressentent quasiment plus. C'est pour ça qu'on appelle ça une micro-pesanteur, c'est un facteur 10-6. Mais 0G, et comme dans l'avion, 0G, la gravité, elle est toujours là. C'est juste que l'avion va décrire en fait une parabole qui permet de ne plus ressentir donc on utilise cette gravité. Donc on utilise le mot impesanteur ou apesanteur pour pas faire l'erreur ou la confusion. Et la place du zéro, des vols paraboliques dans l'entraînement des astronautes, je ne sais pas si on a véritablement des objectifs d'entraînement des astronautes. Par contre, on a véritablement un objectif de découverte sensorielle. L'impesanteur, alors je ne sais pas, je crois que vous ne l'avez jamais encore ressenti, mais Non. bientôt. On croise espère fort un les jour, deux. peut-être. Allez, j'espère que bientôt vous allez pouvoir voler parce que C'est gentil. ça vaut le coup. Et c'est une sensation qui est nouvelle, qui est difficile à expliquer et surtout qui n'est pas reproductible autre part, sauf dans des tours très très hautes, mais on ne va pas lâcher des gens du haut de ces tours, ou à bord de l'ISS. Bon, voilà. Donc la découverte sensorielle, comme je vous parlais de la simulation et tout, elle est vraiment très importante et on ne va pas faire des examens ou des contrôles ou les évaluer en apesanteur. Par contre, on va les mettre dans des situations dans lesquelles ils vont se retrouver pour avoir des marqueurs sensoriels, se dire « Ah, ok, c'est comme ça que ça va se passer ». Et comme si notre cerveau pouvait peut-être commencer à faire des petites connexions et qu'elles reviennent plus facilement une fois à bord. Du coup, tous les astronautes passent d'abord par un vol 0G ou pas forcément ? Alors pour nous, à l'ESA, oui, on a beaucoup de chance. Ils ont beaucoup de chance, surtout. Et on a la chance d'avoir Novespace ici aussi en France, à Bordeaux, qui collabore sur les vols scientifiques avec 3 agences, donc le CNES, le DLR, donc, qui est le pendant allemand du CNES, plus avec une partie aviation aussi, et l'ESA. Et en fait, dans le cadre de ces campagnes scientifiques financées par l'ESA, eh bien, les responsables des vols paraboliques allouent parfois des sièges pour la formation des astronautes. Donc là, pour le coup, on le fait à chaque fois, ouais. Et tu parlais du fait que ces vols en impesanteur, donc via R0, enfin via Novespace, pour les astronautes, c'est un avantage. Mais est-ce que pour toi, d'être également formatrice, enfin instructrice de vol parabolique, est aussi un avantage en tant que formatrice des astronautes ? Est-ce que ça t'apporte une compréhension un peu plus détaillée de ce que eux vont vivre sur certaines missions scientifiques, etc. Est-ce que pour toi, voilà, c'est un complément qui est vraiment important dans ta formation ? Tu sais que j'en ai jamais parlé et que, sauf très très récemment, mais j'en avais jamais parlé avant, parce que je pense que je l'avais jamais véritablement compris. En fait, quand je suis arrivée à l'EAC, je vais répondre à ta question, mais toujours, tu vois, il y a un petit préambule. C'est souvent là où les choses sont très intéressantes, donc vas-y, prends ton temps. Quand je suis arrivée à l'EAC, et puis déjà quand je suis arrivée au CNES, j'étais dans un monde inconnu. C'est-à-dire que les gens ont souvent cette même culture et passion du spatial. Ils connaissent les étoiles, ils ont vu tous les Star Wars, ils sont informés, etc. Moi, ça n'est pas mon cas.
vraiment pas mon cas. Donc je ne partageais pas cette passion du spatial, culturellement en tout cas. Et puis ni à travers véritablement les études, parce que moi j'ai fait des études spécialisées en ingénierie et en médecine, en physiologie. Donc tu vois, j'étais très éloignée de cette population et arrive un moment où tu te dis, il va quand même falloir que je connecte avec eux. J'ai jamais eu envie d'aller dans l'espace, j'ai toujours pas envie dans l'espace, je suis quand même très très loin de ces gens-là. Et je me suis interrogée en me disant, où est-ce qu'on pourrait se retrouver ? Et je me suis dit, peut-être que sensoriellement, on pourrait se retrouver. Enfin, cette phrase est bizarre, mais je pourrais peut-être faire ressentir au niveau sensoriel des choses de leur environnement. Et donc, j'ai signé très très tôt sur le campus de la DLR, parce que je ne vous ai pas dit, mais l'EAC, on a un bâtiment posé sur le campus du DLR. Et il y a tout un département de physiologie spatiale et tout là-bas. Et ils ont des centrifugeuses, ils ont des dispositifs de simulateurs d'hypergravité, le LBNP, des choses, un tapis roulant vertical, des tas de trucs, voilà, d'engins de torture. Et je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être commencer par ça, essayer de ressentir ce qu'ils ressentent. Pas dans leur cœur ou dans leur tête, mais au moins au niveau de leur sens, pour que je puisse, voilà. Donc j'ai commencé par faire ça, donc je me suis fait centrifuger beaucoup de fois, j'ai fait le LBNP, si vous connaissez pas, n'allez pas voir, non je rigole, c'est vraiment un gros tube comme ça, qui est scellé au niveau du nombril, et qui va venir faire le vide et aspirer très très fort, donc vous êtes sur une table ça s'appelle une tilt table, donc c'est une table basculable, et on vous laisse un petit peu avec la tête légèrement en bas pendant quelques heures, pendant lesquelles vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas dormir. Ça fait partie du protocole. Après, on vous nourrit et on nous abreuve. Et là, on vous met à la verticale et ils aspirent comme des fous pour faire vraiment une simulation d'hyperpesanteur un peu choc. Et ils vous emmènent jusqu'à la pré-syncope. Mais ça va. Tu décris un appareil de torture quand même là. Dans d'autres époques, ça aurait été... Non, ça fait pas mal. Et donc, je me suis dit, je vais commencer par ça. Alors, je sais pas si la démarche est un peu bizarre, mais en tout cas, je me suis jamais dit, je vais faire du parachutisme parce que beaucoup trop la trouille. Mais j'ai fait aussi du parapente en me disant, tiens, je vais essayer de faire ça. C'était horrible, j'avais très très peur. Je me suis dit, il faut que je me rapproche d'eux d'une façon ou d'une autre. Et puis un jour, de façon complètement fortuite encore une fois, j'étais à la cantine du DLR, un collègue vient me voir en me disant t'es pas dispo pour faire une manip un peu compliquée sur un truc cardiovasculaire un peu pénible. Il me dit ils ont un désistement, il y a une fille, une Allemande, elle a chopé la grippe, ils sont en galère et tout. Je fais bon ben d'accord, et je savais pas que c'était un vol parabolique. Donc mon premier vol parabolique, c'était vraiment le fruit du hasard. Et donc je me suis entraînée au protocole. C'était pas rigolo, j'avais des électrodes un peu partout, un cathéter dans le bras, il prenait le sang tous les 5 minutes et il fallait que je respire dans un gros masque de Dark Vador là comme ça, où quelqu'un me disait inspire, expire et tout. Bon. Et en fait, ça m'a pas empêché de kiffer à fond. Et donc voilà. Donc, est-ce que c'est utile ? Ouais, je crois. Ne serait-ce que pour moi, ressentir quelque chose qui me rapproche d'eux, parce que moi je m'éloigne d'eux, on n'a pas la même intelligence, on n'est pas fichu pareil, j'ai pas envie d'aller au même endroit qu'eux, et on n'a pas la même culture. Par contre, j'ai ressenti des choses qui vont ressortir ou qu'ils ont ressenti, et dans l'expression de mon travail, oui, je me mets à leur place en me disant ah là ça va être merdique, il faut qu'ils mettent un pied sous un strap ou un truc comme ça. Donc ouais, ça me donne ce tout petit avantage. Et quand tu fais un vol parabolique avec des astronautes que tu peux avoir en formation avant ou après, est-ce que ça te permet aussi peut-être de créer un contact, de créer un lien avec eux qui va te permettre de mieux les entraîner par la suite ? Alors que ce soit des astronautes ou pas, on crée toujours... Vous verrez quand vous allez venir voler. Ça fait rêver. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose avec les gens à côté desquels tu voles. Donc oui, c'est un moment privilégié. Mais après, honnêtement, l'entraînement, c'est aussi un moment privilégié. Au sol, je veux dire. On a vraiment du temps Et puis, c'est des cours où on est quasiment toujours en tête-à-tête, donc ou max 2 élèves, donc c'est des effectifs très réduits, et on peut vraiment se parler, on peut vraiment échanger, on peut vraiment lire les éventuelles difficultés qu'il peut y avoir, et rien que ça, c'est déjà très privilégié comme interaction. Et du coup, ça fait un moment que tu participes à la formation des astronautes. Est-ce que tu remarques depuis tes débuts
par rapport à aujourd'hui, une évolution de la formation sur un point, par exemple, je ne sais pas, que vous avez plus d'attention sur tel point physiologique parce que vous voyez qu'il y a des difficultés particulières ou que vous allez mettre plus en garde sur telle et telle chose. Ça peut être des choses infimes comme peut-être une organisation de la formation qui a évolué par rapport à tes débuts. Putain, je me sens vieille là, avec ta C'était question. il n'y a pas si longtemps quand même. Tu nous as dit que tu arrives avec Thomas Pesquet. Il n'est pas si vieux que ça quand même. S'il te plaît. Euh, alors, tu sais, l'entraînement, il est très très vaste. Donc, il évolue aussi inévitablement tout le temps. Parce que déjà, à chaque nouvelle charge utile ou à chaque nouveau pépin, tu vois, on va entraîner, on va développer l'entraînement là-dessus. Une nouvelle machine, on va développer l'entraînement. Un truc qui casse, qui n'était vraiment pas prévu, eh ben, on va mettre de la prévention, euh, euh, du correctif ou du préventif, de la maintenance. Voilà, je trouvais pas le mot. De la maintenance préventive et entraîner les gens de façon récurrente dessus. Et c'est des choses qu'on faisait peut-être pas. Donc tu vois, plus le temps passe, plus on vient accumuler en fait des situations qui nous imposent de modifier l'entraînement, donc de rajouter des choses, mais aussi d'enlever des choses. Parce qu'en fait, quand un astronaute revient sur Terre, on va lui laisser le temps et aux scientifiques de faire plein de mesures, etc. Mais très rapidement, on va avoir toute une série de débriefings. Et dans le débriefing, on va faire inévitablement le point sur l'entraînement. Et surtout, sur chaque machine, sur littéralement toutes les activités. On va dire, ok, cette machine-là, etc., comment tu t'es senti? On s'est rendu compte que tu as mis 5 minutes de plus à faire la procédure. Est-ce que tu penses qu'il faut réajuster l'entraînement? Est-ce qu'il y a des choses à ajouter? Est-ce qu'il y a des choses à retirer? Et ça, on le fait à chaque fois. Donc l'entraînement, il évolue inévitablement, tout le temps. Ensuite, les standards avec lesquels on travaille, ils évoluent peu, parce que je pense qu'ils ont été très bien définis, très très bien définis, qu'ils fonctionnent bien. Donc tout le canevas préliminaire, toute la moulinette par laquelle on passe avant d'être en mesure, d'être lâché pour donner une formation, c'est très long et ça marche très bien. Après, ça ne veut pas dire qu'on aura toujours autant de temps pour faire les choses. Donc peut-être qu'aujourd'hui, on est sur des dynamiques particulières. On n'a pas beaucoup d'astronautes. On a des sélections qui sont quand même très espacées. On a des gens qui ont certains profils. Peut-être que dans 10-20 ans, les choses vont beaucoup changer et les dynamiques vont peut-être énormément changer aussi. Et là, il faudra faire évoluer les choses. Mais pour ta question, je trouve que ça n'a pas beaucoup évolué. Peut-être que on prend beaucoup plus en considération une chose, c'est les biais culturels. Je trouve qu'on individualise peut-être un peu plus l'entraînement. J'espère ne pas me tromper et j'espère que mes collègues seront d'accord avec ça. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une 15-20 d'années, on standardisait beaucoup, on pondait une formation et on allait toujours la donner de la même façon, peu importe qui on avait en face de soi. Et ça nous était un peu imposé, comme si c'était scripté, tu vois. Et je trouve qu'on a acquis plus de souplesse en prenant en considération que voilà, les gens en face de nous, ils n'ont pas tous la même culture, ils n'ont pas tous le même background, tu vois. Des fois, tu te retrouves en face de David Saint-Jacques, qui est un astronaute canadien. Le gars, il est pilote, il est médecin et il est astronaute. Donc tu te dis, bon, l'entraînement, tu sens que ça va bien se passer déjà. Et puis surtout, tu te dis, bon, ça, je vais pas lui dire des banalités pareilles. Donc, on adapte un petit peu plus les choses. Et ça, je trouve que c'est une évolution positive du truc. Et tu le dis, tu as remarqué que les profils d'astronautes aussi ont pas mal évolué. Et une ouverture particulière qui a été observée, notamment dans la dernière sélection de l'ESA, c'est qu'il y a eu également un astronaute de réserve, si je ne dis pas de bêtises, qui est en situation de handicap, ce qui est quand même quelque chose de très particulier, parce que c'est le premier, en tout cas en Europe et même dans le monde, d'avoir cette position
d'astronaute professionnel, alors qui pour l'instant n'a pas de mission attitrée, mais qui, je crois, s'est fait couper une partie de la jambe, enfin qui a une partie de la jambe qui a été amputée suite à un accident de moto, de mémoire. Je sais que tu n'as pas participé à la formation de Sophie Adno pour des raisons personnelles, mais est-ce que tu as pu suivre un petit peu, ou même par des collègues, sa formation à lui? Parce que là, c'est vraiment une adaptation particulière, je suppose. Ouais, alors on parle de John McFall. Donc c'est un astronaute voilà, en situation de handicap. Et en parallèle de la sélection des astronautes de l'ESA, il y a eu ce projet, il y a eu cette idée qui a émergé, qui a dit, tiens, est-ce que ce serait pas intéressant de se pencher sur la question Et en fait, la démarche, elle est hyper intéressante. Parce que je ne vais pas vous mentir, nous à l'ESA, on s'est dit, qui c'est c'est quoi l'objectif? Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Est-ce qu'il va voler? Parce qu'au début, c'était pas clair du tout. Ou en tout cas, on n'était pas du tout informés. Et je pense que c'était un peu nébuleux. Et on avait des questionnements, même si on était très content d'observer cette démarche, et que John est une personne admirable, adorable, drôle, vraiment, il est extra. Et on s'est dit, attends, c'est quoi le projet? On ne comprend pas. Et en fait, souvent, l'innovation, elle émerge de situations dégradées, de situations dont on n'a pas l'habitude. Et là, je ne veux pas trop m'avancer et je ne veux pas dire non plus que les choses ronronnent avec l'ISS, mais ça se passe plutôt bien, d'accord? On commence à vraiment avoir des standards, avoir des repères, avoir des choses comme ça, comment faire les choses et tout, parce que les premières années, c'est compliqué. Donc voilà. Et quand les choses commencent à bien tourner, c'est le moment où il faut se mettre en difficulté si tu veux continuer à innover. Et les humains, on n'a pas du tout envie de faire ça. Franchement, qui a envie de faire ça? Et en fait, c'est essentiel. C'est vraiment essentiel. Et je trouve que l'audace et la ténacité des gens qui ont proposé ce truc-là en disant c'est essentiel de se pencher sur la question, au-delà de la dimension éthique. Bien sûr, la dimension éthique, elle est très intéressante. Mais là, je parle en marge de la dimension éthique et de la perspective éthique, de dire, tiens, il y a des choses qu'on ne voit plus. D'accord? Il y a des choses, des difficultés auxquelles on n'est plus exposé. Et comment on pourrait continuer à innover et à prendre conscience de certaines choses qu'on n'observe plus. D'accord? Et c'est un petit peu comme nous sur Terre, quand tout est baigné de gravité, et de dire, non mais attends, tout ce qu'on a appris là, tout ce qu'on sait, qu'est-ce qui se passe si on n'est plus assujetti à cette force-là, d'accord? Qu'est-ce qui est impacté? Est-ce qu'on ne va pas voir les choses de façon différente, etc. Donc ça a quelque chose de naturellement inquiétant, mais qui est essentiel à des découvertes et à de l'innovation. Tu es aussi instructrice sur les vols 0G. On entend, genre aujourd'hui c'est un sujet qui est compliqué, je parle de l'aviation en général, parce que c'est vrai qu'on est dans une époque où l'écologie était au cœur de beaucoup de sujets de discussion, où l'aviation est beaucoup critiquée, mais ici, chez Novespace, vous faites quand même des vols qui sont très raisonnés, avec une forte valeur ajoutée au niveau scientifique, au niveau de la formation des astronautes et de plein d'autres projets. Est-ce que tu peux nous donner, toi justement, ton point de vue sur tout ça et ton point de vue sur l'importance des missions que vous réalisez ici? Les vols paraboliques, déjà, il faut bien comprendre ce qu'est une plateforme de gravité partielle. Pourquoi on en a? On a touché du doigt là juste ça à la question précédente en disant il faut bien comprendre, il faut qu'il y ait un message le plus clair possible, et c'est difficile de faire passer ce message correctement, en disant il y a des retombées scientifiques et les gens retombés, ils voient quelque chose qui tombe concret sur une table. Non, des retombées scientifiques, ça peut aussi être très abstrait. Améliorer une compréhension de quelque chose. Et quand c'est abstrait, c'est frustrant. Les gens, ils ont besoin de concret parce qu'ils mettent des sous concrets dans quelque chose et ils ont besoin de résultats concrets. Malheureusement, il y a des résultats, mais il faut qu'ils soient exprimés clairement. Donc, il y a des pavés qui sont édités chaque année par la NASA en disant quels sont les bénéfices extraits de l'expérimentation en apesanteur. Et il faudrait vraiment que des équipes, et je veux bien m'inclure là-dedans, on réfléchisse à comment communiquer correctement à ce sujet. Vraiment, en expliquant aux contribuables, aux élus, voilà, à tout le monde, voilà
ce qu'on fait, voilà à quoi ça sert, et en mettant aussi une forme de granularité dans tout ce qu'il y a autour de l'impesanteur et éventuellement des vols habités, d'accord ? En disant, bon ben voilà, d'un côté, on a les astronautes institutionnels, professionnels qui travaillent, qui passent quand même 6 mois dans la station, c'est dur, ils s'entraînent longtemps, et l'objectif numéro 1, c'est améliorer notre qualité de vie sur Terre. Par la diplomatie, la géopolitique, etc. Et la coopération internationale qui fonctionne drôlement bien, mais aussi par des retombées scientifiques pour profiter de cet environnement où il n'y a pas de gravité pour pouvoir observer des procédés, pour pouvoir découvrir et comprendre des choses qu'on ne peut pas observer, découvrir et comprendre sur Terre. Et ça, c'est difficile à expliquer. C'était quoi la question ? Ah oui, les vols paraboliques. Non, pardon, excuse-moi, je me suis égarée. Et en fait, déjà, il faut commencer par là, en disant, voilà, bien expliquer à quoi ça sert. Et peut-être pas opposer, mais juste bien expliquer, OK, il y a d'autres vols habités qui sont peut-être plus discutables. Je sais à qui et à quoi vous pensez. Et je pense qu'on a un petit défaut de sémantique où il nous manque des mots parce qu'effectivement, certains touristes très, très connus ou moins, et Thomas Pesquet ou d'autres astronautes institutionnels professionnels sont des astronautes. Voilà, dans les deux cas. Et donc, je pense qu'il faut vraiment discuter clairement et faire une distinction entre ces choses-là. Et c'est pareil pour les vols paraboliques. Donc, on a des vols scientifiques où là, véritablement, on va monter des machines avec des expérimentateurs, avec des sujets expérimentaux et on va faire de la science. Et puis, à côté, je ne sais pas si vous avez entendu parler, on a d'autres vols qui sont des vols découvertes, qui sont ouverts aux particuliers. Mais au service de la science. Exactement, au service de la science, c'est-à-dire que tous les bénéfices dégagés de cette activité-là sont automatiquement réinjectés pour minimiser le coût des campagnes scientifiques. Donc en fait, chaque particulier ou chaque individu ou société qui va acheter des sièges va venir contribuer à la recherche. Donc ça, c'est un montage qui est vraiment classe pour le coup et il n'y a pas à tergiverser, quoi. Et tu évoquais tout à l'heure l'importance, donc effectivement, avant tout scientifique de toutes les activités qu'on a dans l'espace et notamment dans l'ISS, mais tu évoquais aussi l'importance géopolitique de ce genre de mission interplanétaire. On le voit aujourd'hui dans l'ISS où malgré les conflits, malgré les situations, on collabore toutes et tous ensemble dans les nations. Et c'est aussi quelque chose que tu observe dans le cadre de tes missions de formatrice à l'ESA, parce que tu ne formes pas que des astronautes européens. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert en me renseignant sur tes activités. Tu formes aussi des astronautes de toutes les autres, d'autres nationalités en tout cas, que celles qui sont en Europe. Donc c'est quelque chose que je voulais reciter, mais on va bientôt arriver à la fin de notre émission et j'ai une dernière question, qui est une question très personnelle en tout cas, qui moi m'intéresse parce que c'est un sentiment, une émotion que j'ai envie de vivre dans ma vie, c'est clair. Et toi, tu l'as vécu, c'est le sentiment d'impesanteur, enfin la sensation d'impesanteur. Je sais que toutes les personnes qui l'ont vécu, avec qui j'ai pu en parler ou qui en parlent, disent que c'est indescriptible. Mais comment tu le qualifierais déjà comme sensation dans ta vie en termes de la plus incroyable et la plus classique? Et en dehors de ça, comment tu le résumerais en une ou deux phrases à des gens qui n'ont même jamais pensé à vivre cette situation d'impesanteur? Moi, en termes de tu vois, sensation forte, le max, c'est vraiment l'équitation, quoi. Tu vois, donc je sais pas si j'ai un référentiel très large, mais toute petite comparaison à ça, pour les gens qui font du cheval et qui font du saut d'obstacle, quand on est au cross ou sur des barres dans une carrière, et la phase de planer où on a un tout petit moment d'impesanteur, ça je l'ai retrouvé sur un grand moment. Donc c'était hyper kiffant parce que quand on a vraiment quand on aime faire du saut d'obstacle, c'est une sensation qui est vraiment très cool. Et là, tu vas l'avoir entre 22, 23, 24 secondes. Et c'est trop chouette. En beaucoup plus pur, évidemment. Donc, j'avais pu goûter un tout petit peu auparavant. Je peux te parler de ma première parabole. Et je peux te dire aussi que
chaque vol, personne n'est blasé dans l'équipe, absolument personne. On est toujours hyper excités. La veille de chaque vol, le matin de chaque vol. On est toujours très content, on se sent toujours très privilégié. Donc, c'est pas du tout quelque chose... on s'habitue pas. À chaque fois, c'est merveilleux. C'est rare quand même les trucs comme ça. Enfin, je sais pas si vous en connaissez, mais quand un truc à chaque fois est pur et merveilleux, c'est vraiment trop bien. Et la première parabole, effectivement, c'est un truc auquel j'avais pas beaucoup réfléchi. Donc qui m'a vraiment saisie. Et la chose qui m'a le plus marquée, c'est que je suis venue ressentir des choses à des endroits que j'avais oubliés. J'avais oublié que j'avais des récepteurs et des senseurs à ces endroits-là. Et en fait, je l'ai dit déjà plusieurs fois, mais nous, notre système nerveux central, il est habitué à intégrer toute une foultitude de signaux. Et nous, ceux à laquelle on porte beaucoup d'attention, c'est ceux qu'on peut allumer et éteindre. Donc nos yeux, qu'on peut ouvrir et fermer, et nos oreilles, qu'on peut boucher et déboucher, d'accord ? Mais tout ce qui est proprioceptif, tout ce qui est extéroceptif, on ne peut pas l'éteindre. Et là, on te met dans un environnement où ça fait juste... Tu vois, c'est vraiment ça. Et ça, je dis, ah ouais, il y a ça aussi qui bosse tout le temps dans mon corps. Et c'était vraiment ça. C'est vraiment de... je parle d'un bouton reset, mais c'est vraiment ça. Reset de ces sens-là. Et est-ce que, parce que c'est vrai qu'on dit qu'en chute libre, on peut se rapprocher un petit peu du sentiment d'impesanteur, est-ce que toi tu es d'accord? Tu l'expliquais sur ton cheval, du coup, quand tu presque fais une sorte de parabole avec le cheval, mais est-ce que ça se rapproche quelque part du sentiment de chute libre? Non, parce que tu n'as pas tous ces frottements d'air, tu n'as pas tout ça. Tout est tellement... Alors, moi, quand j'ai fait un peu de plongée, mais c'est ça aussi que j'ai fait. J'ai fait de la plongée à l'EAC en me disant, je vais plonger dans le laboratoire de flottaison neutre parce qu'on nous proposait, etc., pour faire un peu comme eux. Horrible, j'avais tellement peur, mais je l'ai quand même fait pour essayer de me dire, tiens, je vais essayer de les comprendre et tout. Il y a eu des moments où, quand j'étais dans cette piscine, alors après, c'est très particulier cette piscine aussi parce qu'elle est très profonde et tout est très monochrome, et etc., où j'ai pu retrouver un tout petit bout de ça. Mais non, il va vraiment falloir venir pour que vous découvriez. Je suis désolée, j'insiste, hein, mais on le souhaite de tout cœur. On le souhaite très très fort. On l'espère. Contraint forcé, on le fera. Et ce qui sera ma dernière question, est-ce que, alors tu parlais justement de ton premier vol, est-ce que tu as un souvenir très particulier ou qui te tient à cœur, ou en tout cas que tu peux nous partager, d'un vol, d'une expérience qu'il y a eu, d'une personne avec qui tu aurais partagé quelque chose durant un vol parabolique? Je réfléchis à ce que je peux dire, est-ce que je ne peux pas... Non, je rigole. Déjà, et je vais être un peu gnangnan là-dessus, l'équipage, on est une vraie famille, tous. C'est-à-dire que l'équipage est composé de 3 équipes, les pilotes, les personnels navigants de sécurité et les instructeurs. Et voler avec ces gens-là, qui sont comme des membres de la famille, à chaque fois, c'est vraiment très touchant. Et c'est toujours à chaque fois très marquant. Parce que je ne saurais pas vous dire, mais il y a énormément d'amitié, il y a énormément de douceur, il y a énormément... C'est d'entraide aussi, hein, parce qu'on peut galérer dans ces vols aussi, quand il faut rattraper des gens dans tous les sens. Donc voilà, on veille vraiment tous les uns sur les autres et c'est vraiment trop cool. Après, j'ai volé avec des amis. Donc ça, c'est très spécial. C'est-à-dire qu'en plus, on les emmène là, ils viennent avec nous. Donc j'ai volé avec un de mes meilleurs amis, Gilles. J'ai volé avec des copains des Young Leaders qui ont rempli toute une zone. Donc vous imaginez, vous êtes là avec vos potes, c'est vraiment super. J'ai volé avec les enfants d'une de mes meilleures amies aussi. J'en oublie plein, mais donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis, j'ai eu l'opportunité de voler avec des gens qui sont parfois un peu connus ou reconnus. Je me souviens d'un vol avec Usain Bolt parce que pour le coup, moi, je suis
nulle en people et je dis pas que j'ai vécu dans une cave pendant 15 ans, mais quand vous êtes à fond à Cologne dans votre job, il y avait pas la télé facile, etc. Donc, par contre, Usain Bolt, je le connaissais quoi quand même. Et ça m'avait beaucoup impressionné parce que c'est un athlète d'un niveau extrême et que je l'observais dans sa préparation, comme il s'échauffait quand on regarde à la télé et tout. Et je voyais comment il se préparait à réaliser son art dans un environnement où il n'a aucun repère. Et je pense que ça devait être hyper inquiétant pour lui. Et pour moi, ma petite histoire, je me souviens qu'il était venu me voir, parce qu'on avait attendu longtemps. Il était venu me voir en me disant « Comment tu t'entraînes, toi ?» Et j'étais « Ah mon Dieu, qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire ? Est-ce que je lui mens ? Est-ce que je lui dis que… » Et puis au final, je dis « Non, mais je m'entraîne… Voilà, j'ai dit regardez-moi là, ça va bien se passer. » Donc voilà. Et puis il y a eu des rencontres aussi avec Charlie Duke, un astronaute des missions Apollo, qui est allé sur la Lune et que Novespace a ramené en gravité lunaire. Ça c'était vraiment magnifique à observer. Et puis des vols fous aussi, où on a eu quand même une discothèque à bord de l'avion. Alors bon, c'est discutable si vous voulez, mais en fin de compte, ça a été très amusant. Ça a été ouais, vraiment un privilège. Et c'est un privilège à chaque fois. Et ce que nous disent toutes les personnes qui ont ressenti ce moment, c'est que qui que tu sois, quoi que tu aies vécu, c'est quelque chose d'exceptionnel qui restera gravé à jamais dans ta vie et on redevient tous des enfants à ce moment-là. Donc effectivement, si on peut avoir un jour l'occasion, ça sera plus qu'un honneur de tester ça. J'espère que je vous accompagnerai. Ce serait on serait encore plus honorés, effectivement. Avant de laisser Simon clôturer cette magnifique émission et t'annoncer le petit élément surprise, parce qu'à chaque fois qu'on l'annonce, ça fait sourire, mais j'aimerais tout d'abord te remercier déjà pour ton temps, nous avoir partagé tout ça. Merci pour ton soutien aussi et nos échanges, parce que c'est vraiment très précieux pour nous, aussi au niveau humain. Donc un grand merci pour tout, pour Avec aujourd'hui plaisir. et pour les échanges qu'on aura à l'avenir. Et je réitère, j'accompagne Thomas, je tiens vraiment également à te remercier personnellement pour cet échange. C'est toujours aussi passionnant. On avait pu déjà collaborer ensemble sur une vidéo beaucoup plus courte, mais là c'est un échange qui nous apporte beaucoup de choses et je tiens à dire que beaucoup de points que tu as évoqués en parlant de la formation des astronautes peuvent, je pense, parler aux gens pour leur vie au quotidien. En tout cas, moi, m'ont parlé. Je prendrai certains conseils pour Tu vas écrire des procédures pour tout là. pour toute ma vie, pour plus avoir à me demander comment je m'habille le matin. Non, mais vraiment, voilà, c'est quelque chose que je pense, on parle de spatial parce que c'est quelque chose qui nous passionne tous les trois, mais c'est pas la seule chose qu'on peut retenir de cette émission. Donc vraiment, merci pour ce moment. Et donc la petite surprise dont parle Thomas, rien de bien grave, ne t'en fais pas, c'est qu'on a la tradition de laisser le mot de la fin à notre invité. Donc à partir de maintenant, je vais te laisser parler et c'est toi qui concluras cette émission. Tu as tout le temps que tu veux, ça peut durer 30 secondes comme 30 minutes si tu veux. Après, il y a parfois des choses à faire ensuite après ce podcast, mais tu as le temps que tu veux, tu dis ce que tu veux et on te remercie très chaleureusement de nous avoir accompagnés et peut-être à bientôt, en tout cas je l'espère. Merci garçon, et puis merci pour cette surprise à laquelle je n'étais pas du tout préparée. Je peux tenir 3 heures, hein. Sachez-le. Non, je voulais revenir un peu sur ces trucs de vocation, parce que en France et puis dans d'autres pays, mais culturellement, on associe le spatial vraiment à un milieu d'élite. Je pense que oui, effectivement, on a besoin de gens très très forts, très intelligents, très smart dans ce truc-là, mais on a besoin aussi de diversité. Des gens qui ont d'autres parcours. Et la diversité, elle n'est pas seulement d'où on vient, de nos origines, etc. Elle est aussi d'un parcours qu'on peut déjà avoir eu et de se sentir toujours libre de s'orienter vers quelque chose aussi lointain et qui a l'air inatteignable. Je pense que c'est fondamental. Donc je pense qu'il y a un travail à faire au sein de l'industrie en disant bon, il va falloir aussi que
voilà, qu'on stimule une forme de diversité, parce que la diversité, c'est encore la meilleure source de compétitivité et d'innovation. Donc, en tout cas, c'est ce dont je suis convaincue. Et c'est pas toujours la source de rapidité, par contre. Des fois, ça prend un peu plus de temps pour s'organiser, pour s'entendre, s'écouter. Par contre, pour moi, c'est indéniable. Quand j'ai besoin d'innover, je vais m'entourer d'une grande diversité de profils. Et en fait, moi, je viens pas d'une famille de scientifiques. Je viens d'une super famille, attention, hein. Mais mes parents sont pas scientifiques, ma sœur non plus. Je viens d'un environnement rural. Euh, et, euh, et j'ai pas eu de vocation précoce ou d'appel divin, etc. Et ça m'a pas empêché d'atterrir. Donc peut-être que c'est le fruit du hasard, peut-être pas. Peut-être qu'il y a un acte vraiment militant derrière tout ça, et qui est peut-être celui de dire, croyez en vos rêves si vous en avez, et puis si vous en avez pas, franchement, c'est pas grave. Moi, je n'ai jamais eu de rêve. Et en général, les gens, ils font oh, c'est horrible. Non, mais en fait, ça va très bien. Je suis très heureuse. On peut avoir des rêves. Par contre, ne perdons pas de vue que plein de gens n'en ont pas ou ne peuvent pas en avoir. Et il ne faut pas que ça soit un frein pour qui que ce soit. Vraiment. Et donc, moi, je suis là pour dire, je m'épanouis vraiment en soutenant les gens qui ont des rêves. Et c'est très, très cool. C'est vraiment très, très cool. Donc, je sors un peu du cadre du spatial, etc. Mais juste pour dire, il n'y a pas d'injonction à avoir des rêves. Il n'y a pas d'injonction à y croire non plus. Mais sachez qu'il y a des choses à l'intérieur de nous qui sont extrêmement fortes et extrêmement motrices. Et que c'est très intéressant de les utiliser. Et enfin, un rapport au lointain, un rapport aux objectifs et à la grandeur de certaines perspectives. Moi, je suis micro-ambitieuse, d'accord ? Ce qui me permet d'avoir beaucoup de plaisir, parce que je réussis plein de tout petits trucs, d'accord ? Et en fait, je trouve que ça m'angoisse énormément d'avoir des objectifs lointains, des rêves grands qui me dépassent. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est mal. Au contraire, c'est génial. Mais il y a quelque chose de très intéressant aussi dans les petits pas, soit qui nous sortent d'une situation d'un pétrin, soit qui nous emmènent vers quelque chose de très cool. Et moi, je fonctionne comme ça. Et ça me fait très plaisir. Et ça me fait d'autant plus plaisir de soutenir des gens qui ont des rêves et des rêves très grands.